Alors, la nutrition. Se nourrir, c'est manger, hein. Donc, que contiennent nos aliments? C'est une question qu'on peut se poser quand on va faire son petit marché. Les différents aliments de la ration alimentaire. Alors, contiennent deux éléments différents, les macronutriments, c'est-à-dire en fait les choses qui consomment, ce que l'on mastique, qui a de la consistance, et puis les micronutriments, alors ceux qu'on ne voit pas, qui sont moléculaires ou bien qui disparaissent dans la masse. Il s'agit principalement des vitamines, des minéraux, des fibres et des oligo-éléments. Dans les macronutriments, on distingue les glucides, les lipides et les protéines. Alors nous allons essayer au cours de cet exposé de comprendre la place de chacun de ces éléments et ce qui est important à absorber pour telle ou telle destination. Alors les glucides, c'est les sucres, hein, principalement. Glucides, sucres, c'est l'énergie. Alors on en a plein des glucides dans notre alimentation. Ce qu'on connaît le mieux, c'est le lactose qui est le sucre qu'il y a dans le lait, le glucose qui est le sucre de base, le fructose qu'on trouve dans les fruits, l'amidon qu'on trouve dans la pomme de terre par exemple, dans les féculents. Et puis parmi les glucides, il y en a un qui est très particulier, c'est le glycogène. Le glycogène, on ne l'avale pas, on le fabrique. Et surtout, quand on l'a fabriqué, on l'utilise dans notre organisme, notre foie qui fait tout ça. Alors ces glucides, ils interviennent dans la production d'énergie, l'énergie qui va servir aux muscles à bouger et à notre cerveau à réfléchir. C'est l'ATP, l'énergie, le carburant, c'est l'ATP. Et ils entrent dans la structure de nombreux composés tels que l'ADN, etc. Enfin, des choses beaucoup plus compliquées. Mais ce qui est important à se rappeler, c'est que les glucides, c'est notre énergie. Énergie que l'on avale sous forme de glucose, fructose, etc. ou que l'on fabrique dans notre foie sous forme de glycogène. Et ça produit de l'énergie qui s'appelle l'ATP. Alors, classiquement, tout le monde le sait, il existe deux types de glucides, les lents et les rapides. Bon, classification un peu simpliste, mais qui nous permet de repérer dans notre alimentation ce qui est important à absorber pour un effort immédiat ou pour un effort un peu plus prolongé. Ce qui différencie les glucides, c'est l'index glycémique. Alors l'index glycémique qui va en faire des glucides lents, des glucides rapides, ça correspond à la vitesse à laquelle on assimile ces aliments dans l'organisme après les avoir ingérés, après les avoir avalés. Donc plus l'index glycémique est fort, plus évidemment les glucides vont être absorbés, assimilés, ingérés rapidement. Donc index glycémique, sucre rapide, sucre lent. Les sucres lents ont comme source alimentaire, alors on le connaît tous, hein, les farines, les semoules, le riz, les pâtes, les légumes secs, et les céréales. Pas celles forcément du petit déjeuner sucré en boîte avec du chocolat, mais les céréales telles que l'avoine, l'orge, le seigle, le blé, enfin tous les trucs qu'on trouve dans les pains par exemple, aux céréales, les choses comme ça. Voilà. Les glucides rapides peuvent venir du miel, et ça c'est un sucre naturel, mais on en trouve aussi en quantité immodérée dans le soda, les limonades, les confitures, le pain blanc, et puis le sucre, hein, le sucre blanc en petits carrés ou en petits bâtonnets. Ils sont à limiter fortement, ils n'ont qu'un pouvoir immédiat d'énergie à consommer sur place. Certains sucres complexes de prime abord deviennent rapides. C'est le cas par exemple de la purée de pommes de terre et du pain blanc. Et d'autres, d'aspect rapide, agissent lentement, comme le fructose. Alors, les sucres complexes sont des sucres qui contiennent plusieurs sortes de glucides qui se mélangent dedans. L'amidon de la purée de pommes de terre va se mélanger par exemple au lactose du lait qu'on va avoir utilisé pour la faire. Et puis, il va y avoir un petit peu de glucose qui va se balader d'une façon ou d'une autre. Le pain blanc, si vous laissez un petit bout de mie de pain sur le bout de votre langue, vous aurez très vite une sensation de goût sucré qui va vous montrer tout de suite que c'est un sucre vite assimilé et que dans ce sucre complexe, on a du glucose
qui va être un sucre très rapide. Le fructose, par contre, n'est pas très bien absorbé par l'organisme, donc il est lent. Il va rester longtemps dans l'estomac, se diffuser longtemps. C'est un sucre lent. Du rapide au lent, du lent au rapide. Alors on peut modifier cette composante rapide ou lente des glucoses en les mélangeant à d'autres choses qui vont ou bien augmenter leur vitesse d'ingestion et d'utilisation, ou bien le ralentir. Par exemple, la présence de fibres dans notre alimentation, les aliments complets, alors le blé complet, les pâtes complètes, le pain complet, le degré de cuisson ou l'ordre d'ingestion, surtout la façon dont on mange, si on mange des sucres au début de repas ou en fin de repas, influence aussi l'index glycémique. Par exemple, un carré de chocolat pris en fin de repas va se conduire comme un sucre lent, parce qu'il va s'intégrer, être ingéré avec la totalité des fibres, etc., qu'on aura mangé avant. Donc voilà, vous avez des équivalents glucidiques qui sont un peu aléatoires, parce que justement, ça va se modifier avec la cuisson et puis l'ordre d'ingestion. Mais 25 grammes de pâtes égale 40 grammes de pain, égale 20 grammes de glucides. Donc 25 grammes de pâtes, 100 grammes de pommes de terre. Et tout de suite, ce qu'il vaut mieux manger. Hein. À noter que les sucres rapides peuvent sous l'effet répété de l'insuline, qui est une hormone de stockage, se stocker en graisse en cas d'appui et lors de consommation entre les repas. Donc si on mange des sucres à répétition, l'organisme n'a pas le temps et n'a pas les besoins de les utiliser. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va les stocker, il va en faire de la graisse, qui va être une réserve beaucoup plus difficile à mobiliser que le sucre. Donc le sucre rapide à manger en quantité modérée et en fonction de ses besoins immédiats. Voilà, donc les sportifs, limiter les sucres rapides au profit des sucres lents, qui seuls assurent la formation des réserves en glycogène, foie et muscles, dont le niveau des stocks est d'une importance capitale au bon déroulement de l'effort et de la récupération physique et psychique. Mieux vaut manger une banane que 4 cuillères de sucre. Les protéines. Alors les protéines, c'est des bâtisseurs. Ce sont elles qui vont structurer nos organismes. Composés d'acides aminés, ça on s'en fiche un petit peu, mais ces acides aminés interviennent dans la structure des cellules. Les cellules, c'est tout ce qui compose nos os, nos muscles, etc. Vous l'avez vu dans le cours sur la cellule. Et dans de nombreuses fonctions métaboliques par l'intermédiaire de dérivés. Alors les dérivés, ça peut être tout, hein, les anticorps, les hormones, les enzymes, sont des trucs extrêmement complexes qui servent de pont en fait entre les différentes fonctions de notre organisme et leur permettent de fonctionner en synergie et de pouvoir utiliser les fonctions des uns et des autres. Et puis alors, les protéines vont permettre également de transporter l'oxygène et l'hydrogène. Donc les protéines, c'est vraiment les bâtisseurs, à la fois structurels et fonctionnels. Structure cellulaire et fonctionnelle en établissant des ponts, transportant des choses qui vont aller d'un organisme, d'un système à l'autre pour pouvoir fonctionner. Elles doivent être absorbées quotidiennement, à raison d'1 gramme environ par kilo de poids du corps et par jour pour les sédentaires, de 1,5 à 1,7 grammes par kilo par jour pour les sportifs d'endurance, et jusqu'à 2 grammes par kilo par jour pour les sportifs de force. Voilà. Donc nos besoins en protéines ne sont pas les mêmes, et ce sont surtout nos besoins en protéines structurelles qui ne sont pas les mêmes. Évidemment, le sédentaire ne va pas fabriquer beaucoup de muscles, l'haltérophile, il a besoin de structures pour fabriquer ses gros muscles. Les acides aminés essentiels, voilà une notion un peu complexe. Seule l'alimentation nous les procure. On les trouve dans les protéines végétales et animales. Alors végétales sont principalement les légumes secs qui en contiennent, soja, lentilles, pois chiches, etc. et un peu dans les céréales. Donc tous ces aliments sont très intéressants, ne serait-ce que pour varier vos menus. Et les acides aminés sont essentiellement présents dans les sources animales, viande, poisson, œufs, charcuterie et produits laitiers. Et je vous rappelle que ces acides aminés qui sont
uniquement d'origine alimentaire, l'organisme ne sait pas les fabriquer, donc il faut vraiment les manger, on a besoin de protéines tous les jours. Ces acides aminés essentiels vont nous permettre de fabriquer les protéines qui vont être les supports structurels et fonctionnels de nos organismes. Donc on ne peut pas se passer des protéines, qu'elles soient végétales ou animales, en apport alimentaire. Les lipides, ça nous protège. Normalement. Ils sont faits pour ça. Ce sont les triglycérides et les acides gras. Ils interviennent dans les structures cellulaires et neuronales. Donc ça, c'est le cerveau. Ils interviennent dans la production d'énergie. Et ils interviennent dans de nombreuses fonctions métaboliques. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, par l'intermédiaire de dérivés, principalement sur nos fonctions hormonales et compagnie. Donc, lipides, protecteurs. Structure cellulaire et neuronale. Je vous rappelle que le cerveau, c'est une grosse masse de graisse. Triglycérides et acides gras. Alors, les triglycérides, on le sait bien, dans le sang, on dose deux choses quand on cherche si on est malade, le cholestérol et les triglycérides. Les triglycérides et acides gras sont répartis en trois groupes, plus ou moins intéressants sur le plan nutritionnel. Les acides gras saturés, ce sont principalement les graisses animales, le beurre, la crème, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Les polyinsaturés, les huiles crues, sont les acides gras essentiels, on les appelle les oméga 2, 3, 6, etc. Ce sont des acides gras très importants pour notre organisme. Il est très difficile de donner des doses journalières à respecter, car diverses sources permettent le ravitaillement en acides gras. Mais cependant, il est conseillé de privilégier les huiles végétales crues et de première pression à froid, de façon à consommer principalement des polyinsaturés, dont les acides gras essentiels ou les oméga 2, 3, etc. sont bons pour nos artères, plutôt que les graisses saturées animales qui ont plutôt tendance à les encrasser. Les acides gras polyinsaturés, acides gras essentiels, la plupart ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Donc, doivent être, comme les protéines, obligatoirement apportés par l'alimentation. On les appelle les acides gras essentiels. Essentiels parce qu'on ne peut pas vivre sans eux. On en distingue deux familles. Les oméga 6, qui sont particulièrement abondants dans les huiles de noix, de tournesol, de soja, des pépins de raisin, de maïs et les volailles grasses. Il vaut mieux habiter à Périgueux qu'à Vire. Manger plutôt du confit de canard que de l'andouille. Les oméga 3, qui sont surtout présents dans les huiles de noix, soja, colza, etc., poissons, et les poissons gras, tels que le saumon, le thon, la sardine, le maquereau ou le hareng. Donc les oméga 6 et 3, acides gras essentiels, font partie des acides gras polyinsaturés. On ne sait pas les fabriquer, il faut les avaler. Et on en a un besoin majeur pour que nos organismes puissent fonctionner. Parmi les oméga 3, particulièrement intéressants, les oméga 3, vous trouvez ça sur les boîtes de petits comprimés à avaler en plus, les acides gras qui viennent des poissons gras. Ils ont un effet protecteur sur nos artères. Par exemple, les Esquimaux, grands consommateurs de poissons très gras, eux, ne sont presque jamais atteints de maladies cardiovasculaires. L'apport recommandé en acides gras polyinsaturés est de 1/4 des graisses totales, mais il existe des besoins spécifiques en acides gras essentiels. Il faut donc par jour avaler 1 ou 2 cuillères d'huile végétale riche en acides gras polyinsaturés. Alors ça, c'est l'huile de tournesol, colza, soja. Et 100 à 150 grammes de poissons gras par semaine. Vive le maquereau! Les acides gras polyinsaturés jouent de nombreux rôles dans la construction et le maintien de la membrane des cellules, la synthèse des hormones, etc., le système immunitaire. Enfin, ils nous servent à de nombreuses choses dans l'organisation essentielle, fondamentale de notre organisme, principalement sur le système vasculaire et les cellules nerveuses.
Il semblerait qu'une consommation exclusive d'acides gras polyinsaturés augmenterait le risque d'athérome et l'oxydation des lipoprotéines. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, on n'en sait rien en fait. Ça veut dire que tout doit être consommé en quantité raisonnable, que de manger des boîtes d'oméga 3, d'oméga 6 dans le but d'avoir une alimentation plus équilibrée et mieux organisée est une erreur. Il ne faut pas les surconsommer, comme il ne faut rien surconsommer. Il est donc nécessaire de consommer différentes huiles pour garder un bon équilibre en acides gras, et la surconsommation de graisses riches en acides gras polyinsaturés favorise, comme toute graisse, une prise de poids pouvant conduire à l'obésité. Rappelez-vous que les acides gras, les graisses, sont pratiquement à poids égal 2 fois plus caloriques que les protéines. Les micronutriments. Alors, moins quantifiables, ils sont néanmoins indispensables à la réalisation des fonctions biochimiques et physiologiques majeures. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'on en a besoin, même si on ne les voit pas. Qu'on ne sait pas toujours très bien à quoi ils servent. Mais ils réalisent, malgré leur très petite taille, des prouesses au sein de nos cellules. Sans eux, le cerveau, puis le corps, connaîtra de graves dysfonctionnements. Alors, dans ces micronutriments, il y a les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments et les fibres. Les vitamines, évidemment, on en connaît, c'est à toutes les lettres, interviennent dans de nombreuses réactions métaboliques. Évidemment, la vitamine C, on la connaît bien, c'est celle qu'il y a dans les fruits, c'est la vitamine qui est censée nous donner du punch. La vitamine D, c'est celle qui est fabriquée au contact du soleil, qui ossifie nos os, etc. Les vitamines existent sous 2 formes. Les hydrosolubles, ça veut dire celles qui se dissolvent dans l'eau. Elles ne se stockent pas. Elles doivent être apportées tous les jours par l'alimentation. Et un excès est inexorablement évacué dans les urines, sans dommage majeur pour la santé. On peut avoir des petites diarrhées, etc. Mais enfin, c'est secondaire. C'est la vitamine C. Vous en mangez trop, vous faites pipi. Ça part dans les urines. Mais par contre, il faut en manger tous les jours. Les liposolubles sont facilement stockées avec les graisses de l'organisme. Elles sont peu altérables, mais elles peuvent devenir toxiques à haute dose. C'est le cas par exemple de la vitamine D et la vitamine K. La vitamine D, on peut faire des intoxications à la vitamine D, il ne faut pas manger de la vitamine D, la boire en quantité. Et la vitamine K peut perturber la coagulation sanguine de façon dramatique. Les vitamines synthétiques sont moins bien absorbées que celles présentes dans les fruits et les légumes naturels, qui apportent également des fibres nécessaires à un bon transit intestinal. Donc, vaut mieux les manger sous forme de pommes que sous forme de comprimés d'acide ascorbique. Alors, quelques exemples de vitamines liposolubles. Voilà. Le rétinol, c'est principalement ce qui est jaune, donc le jaune d'œuf, les carottes, le beurre, un petit peu les légumes verts. C'est très important pour la vision, on en a besoin. C'est un détoxifiant. Voilà. Mais il ne faut pas en manger trop, sinon on abîme notre foie. Le calciférol, donc la vitamine D, l'huile de foie de morue, les poissons gras. Et puis surtout, la synthèse cutanée. La vitamine D, c'est celle que l'on fabrique lorsqu'on s'expose au soleil. Le manque de vitamine D et d'exposition au soleil provoque le rachitisme chez les enfants. Ça les empêche de grandir, donc sa fonction principale est d'activer la croissance et la minéralisation des os et des dents. Donc pas de vitamine D, rachitisme chez les enfants, ostéoporose chez les adultes. Voilà, les excès. Alors les excès sont dangereux parce que ça s'absorbe et ça ne s'élimine pas facilement. Donc ça peut détériorer certains organes, principalement le cœur, le poumon et les reins, et cela, on en a vraiment besoin. La vitamine B6, on en a besoin pour fabriquer nos petits globules. Donc les abats, les germes de blé, les bananes. Les bananes sont un élément très intéressant chez le sportif. Et ça aide à l'absorption du magnésium.
La vitamine C, l'acide ascorbique. Oh bah évidemment, tous les fruits, hein, les légumes, le kiwi, tout le monde connaît ça. Ça stimule les fonctions immunitaires, ça augmente la quantité de glycogène du foie et du muscle, ça facilite l'assimilation du fer, et c'est très antioxydant. Donc on en a vraiment besoin tous les jours, mais les sportifs, plus encore que d'autres. Hein. Les carences en vitamine C entraînent de la fatigue, la faiblesse musculaire et une anorexie. Et un excès, on ne dort pas, on est excité, mais on peut aussi faire des calculs rénaux, et puis avoir mal à l'estomac. Donc, attention. Mais ça, c'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc elle ne va pas se stocker dans l'organisme. Les minéraux, le calcium, le sodium, le phosphore, le fer, le magnésium, voilà des minéraux. Le zinc, il est sur nos toits, il nous protège quand il pleut. Hein. Et le calcium, vous voyez bien ce que c'est. C'est de la craie. Ils entrent dans la structure de nombreux éléments, les os, les globules rouges. Ils jouent un rôle fonctionnel important et varié, comme de contraction musculaire. Et la bonne répartition de l'eau dans les cellules de l'organisme est également dépendante des minéraux. Ils sont indispensables aux sportifs, normalement dans les phases de récupération et en vue d'un effort physique intense. Que ce soit le fer, le phosphore, le magnésium, le calcium, le sodium, etc. Donc on ne boit pas et mange pas n'importe quoi non plus, mais vous savez très bien que les compléments hydriques, les compléments liquides que l'on donne dans les petites bouteilles aux sportifs contiennent toujours du sodium, hein, du sel, du phosphore, un petit peu de magnésium, etc. Alors tous ces oligo-éléments entrent dans la composition de substances respiratoires, l'hémoglobine en particulier, hein, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène, essentiel à notre survie, et puis un certain système enzymatique, le fer capte et transporte à lui seul l'oxygène pour le réacheminer dans les muscles. Les fibres, elles ont un rôle de régulation du transit intestinal, permettant en l'occurrence l'évacuation des déchets par les selles. Essentielle l'évacuation des déchets. Si on les garde dans notre organisme, évidemment, ils nous intoxiquent. Elles jouent un rôle de satiété, donc de coupe-faim, elles augmentent le bol alimentaire en association avec les glucides simples. C'est le principe des pâtes complètes, par exemple. Elles diminuent l'index glycémique de la ration en limitant le remplissage des cellules adipeuses. Donc, c'est très intéressant, les fibres. Ça va modifier l'absorption de ce que l'on ingère, ça va ralentir l'absorption des sucres qui vont, grâce à l'effet ralentissant de la présence des fibres, devenir des glucides lents, même à partir de glucides rapides. Donc, beaucoup plus intéressant parce qu'ils vont se libérer progressivement au fur et à mesure que l'organisme va en avoir besoin, au lieu de faire un pic pas forcément adapté à ce qu'on fait comme activité, et ce pic ne servant pas va se transformer en graisse et on va grossir. Donc les fibres peuvent être un atout dans les périodes de perte de poids ou d'affûtage. Leur pourfoir hygroscopique, ça veut dire qu'il se gonfle en présence de liquide, fait augmenter le volume des repas dans l'estomac, mais aussi stocke de l'eau, dont on a besoin quand on fait du sport. Il en découle une baisse des quantités alimentaires absorbées par un effet de rassasiement plus important. Donc on a l'impression, avec un moindre apport alimentaire, d'avoir moins faim, et en plus on va stocker un petit peu plus d'eau. Les fibres sont indispensables à notre alimentation de tous les jours, et principalement des sportifs. L'eau que nous buvons est presque aussi importante que l'air que nous respirons. Son action est capitale dans le transport métabolique, la thermorégulation, les structures cellulaires, l'élimination des déchets. Bref, sans eau, point d'organisme en bon état. Certaines eaux minérales apportent de nombreux micronutriments biodisponibles à condition de varier les marques. Donc il nous faut beaucoup d'eau dans la journée, on en a besoin, et il faut modifier ce qu'elles contiennent, il faut varier ce qu'elles contiennent, car c'est elles qui nous amènent beaucoup de nos oligo-éléments. Hein. Le calcium, le magnésium, le fluor sont très souvent uniquement amenés par nos eaux minérales.
Les conditions climatiques conjuguées à l'activité physique doublent voire triplent les besoins hydriques qui sont en temps normal évalués à 1,5 litre. Plus on bouge, plus il fait chaud, évidemment, plus on a besoin de boire.